Dans cette vidéo qui vient en support avec le premier chapitre du deuxième pôle de Biocarré, nous allons parler de quelques notions autour de l'information génétique, en l'occurrence les chromosomes, la réalisation des karyotypes, mais aussi la diploïdie et l'haploïdie. Tous les organismes eucaryotes multicellulaires, qu'il s'agisse des humains, des plantes ou des animaux, ont besoin d'un stock constamment renouvelé de leurs cellules, que ce soit pour la croissance, le développement ou encore la réparation de tissus endommagés. C'est particulièrement vrai chez de jeunes organismes, dont la taille doit augmenter. Cependant, c'est vrai aussi pour des adultes qui doivent remplacer les cellules qui meurent, par exemple les cellules de notre peau. Le processus par lequel se renouvellent nos cellules est appelé le cycle cellulaire, c'est-à-dire une série d'événements qui se déroulent de la naissance d'une cellule à sa division en deux cellules filles. Ce processus implique des événements bien particuliers au niveau de l'information génétique de la cellule, c'est-à-dire l'ADN. Dans cette vidéo, je vais vous donner justement quelques informations par rapport à l'ADN. Lorsque l'on considère l'information génétique présente dans nos cellules, le premier terme qu'il convient de définir, c'est le karyotype. Le karyotype, c'est le point commun à ces trois personnages. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est universel, il est commun à tous les humains. Une manière plus scientifique de le définir serait de dire que le karyotype, c'est la représentation photographique de tous les chromosomes d'une cellule. D'ailleurs, je précise que cette définition est à connaître. Dans cette figure, on remarque que les chromosomes sont regroupés par paires, et au sein de chaque paire, ils ont la même taille et la même position du centromère. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un chromosome exactement ? Les chromosomes sont le support de l'information génétique, et ils correspondent à une forme compactée de l'ADN. Sur cette figure à gauche, vous voyez une molécule d'ADN en double hélice, et plus on va vers la droite, plus on remarque qu'elle est compactée grâce à des petites protéines en violet rose que l'on appelle des histones. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans une autre activité technologique. Sur un chromosome, on peut repérer les structures suivantes. Tout d'abord, il y a les chromatides. Les chromatides, ce sont des molécules d'ADN en forme de bâtonnet. Les chromosomes peuvent en posséder deux, ou alors une seule. Il y a également le centromère. Le centromère, c'est la zone au niveau de laquelle les deux chromatides s'unissent, s'il y en a deux. Et le dernier mot à connaître, c'est le télomère. Le télomère, c'est l'extrémité du chromosome qui est impliquée dans les processus de vieillissement des cellules. Je vous remets ici la figure du premier karyotype que je vous avais présenté. On remarque que chaque chromosome possède une seule chromatide. Il existe bien sûr d'autres karyotypes sur lesquels chaque chromosome possède deux chromatides. Cependant, dans les deux cas, les chromosomes sont regroupés par deux à chaque fois. Dans ce cas, on parle de paires de chromosomes homologues que je vous ai schématisés ici. On remarque que les chromatides sont identiques deux à deux. L'information est identique sur chacune des deux chromatides d'un chromosome. Par contre, si on considère une paire de chromosomes homologues, comme mon schéma de droite, on remarque qu'il y a des gènes avec des versions légèrement différentes sur chacun des deux chromosomes formant cette paire de chromosomes homologues. Dans ce cas-là, on dit que les deux chromosomes portent des allèles légèrement différentes. Le terme allèle désigne donc des versions légèrement différentes d'un même gène. Maintenant que l'on sait à quoi ressemble un chromosome et ce qu'est un karyotype, on peut se poser la question de savoir comment observer un karyotype au laboratoire. Il faut pour cela disposer d'un échantillon sanguin. Pour un adulte, c'est facile, il suffit de réaliser une prise de sang. Par contre, pour un bébé dans le ventre de sa mère, cette étape nécessite de réaliser une amniosynthèse, c'est-à-dire venir prélever des cellules présentes dans le liquide entourant le bébé. Cet échantillon est alors centrifugé, c'est-à-dire qu'il est placé dans un tube que l'on fait tourner à très grande vitesse. Cela provoque la sédimentation, c'est-à-dire le fait de tomber au fond, de toutes les cellules sanguines, les globules rouges et les autres. La deuxième étape consiste à enlever le plasma. Le plasma, c'est la partie liquide du sang. On ne garde donc que les cellules. Ces cellules vont être mélangées à une solution hypotonique. Hypo signifie plus faible, et tonique fait référence à la teneur en soluté et en sels minéraux dans la solution. Cette solution hypotonique va avoir comme conséquence de provoquer l'explosion des globules rouges. À l'étape numéro 3, comme les globules rouges ont explosé, on peut récupérer leur matériel génétique, donc leurs chromosomes. Il est alors possible de déposer ces chromosomes sur une lame et de les mélanger à un colorant spécifique qu'on appelle le JMSA. On peut alors observer les chromosomes par microscopie. Il faudra bien sûr les trier, les rassembler par paires de taille identique et de position de centromère identique.
Cette manipulation n'est pas très difficile à réaliser, elle est d'ailleurs effectuée en routine par les étudiants du BTS Biotechnologie de notre lycée. La dernière notion qu'il nous reste à voir dans cette vidéo, c'est celle de la diploïdie et de l'haploïdie. Une cellule qui contient 2 exemplaires d'un même chromosome, donc une paire de chromosomes homologues, est appelée cellule diploïde. En grec, di signifie 2, tandis que ploïde fait référence au nombre de chromosomes. A l'inverse, une cellule qui possède seulement un exemplaire de chaque chromosome, au lieu d'une paire de chromosomes homologues, est appelée cellule haploïde. On retrouve toujours notre racine ploïde, et le préfixe A fait référence à un seul. Les cellules diploïdes sont obtenues par une division cellulaire que l'on appelle la mitose et que l'on aura l'occasion d'étudier dans l'activité numéro 2 de ce chapitre. Les cellules haploïdes, quant à elles, sont obtenues par une division cellulaire qu'on appelle la méiose et qui fera l'objet de l'activité numéro 3. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.